Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avant-match de Liga entre le Real Madrid, le leader actuel du championnat, qui va recevoir au Santiago Bernabéu le 4e club de Madrid, le Rayo Vallecano, qui est quand même une très bonne équipe cette saison, qui fait un début de saison vraiment intéressant par rapport à leur effectif, qui en tout cas utilise la plupart du temps le même 11 de départ, qui n'a pas beaucoup de ressources sur le banc particulier, qui n'a pas le plus gros budget de Liga, mais qui aspire quand même d'ici la fin de saison à pourquoi pas accrocher une Coupe d'Europe. Mais le Rayo Vallecano qui est quand même aujourd'hui dans la position d'une équipe qui a quand même fait mal au Real Madrid la saison dernière, qui avait gagné 3-2 contre le Real à domicile, qui avait perdu ensuite 2-1 au Santiago Bernabéu, mais cette année ils veulent essayer pourquoi pas de faire le braquage au Bernabéu pour continuer leur marche en avant qui est quand même assez intéressant. Le derby ça ne se joue pas, ça se gagne, et celui-ci sera assez intensif, électrique et plutôt bouillant contre une équipe qui ne va rien lâcher du début jusqu'à la fin. Le Real Madrid en tout cas va devoir pousser un maximum pour continuer sa belle lancée après le Classico, récupérer les 3 points et surtout mettre la pression sur ses concurrents. Du coup aujourd'hui on va analyser ensemble les points forts et les points faibles du Rayo Vallecano, leur forme du moment, etc. Les joueurs à suivre bien évidemment, et en parlant au passage du possible début d'Arda Güler au Real Madrid. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner, car sur la chaîne, entre les débriefs d'actualité, analyse de joueurs, entraîneurs, de tactique, de l'adversaire, des débriefs à chaud d'après-match, il y a tout ce qu'il faut ici pour vous satisfaire. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et bienvenue à tous. Le Rayo Vallecano qui est pour l'instant 8e de Liga, à égalité au niveau des points avec le Betis Séville qui est 7e et juste devant la différence de but. Le Rayo Vallecano qui est pour l'instant sur 4 victoires, 5 nuls et 2 défaites avec 14 buts marqués pour 15 encaissés. Donc un effectif qui marque pas forcément beaucoup, qui a beaucoup de difficultés simplement à engranger, à continuer et surtout à être efficace. Et une défense de l'autre côté qui est très perméable, qui ne garde pas ses cages inviolées très longtemps, ou du moins sur plusieurs matchs consécutifs. Un effectif qui est quand même dans le haut du classement sans être vraiment encore très régulier ni impactant, mais qui essaie quand même de grappiller des places pour accrocher pourquoi pas les coupes d'Europe comme la Conference League ou l'Europa League. Ils ont un 11 de départ qui change très rarement parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de ressources aujourd'hui pour en tout cas faire beaucoup tourner avec beaucoup de qualité, mais ils ont quand même quelques petits joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence, comme on en reparlera un petit peu après. Au niveau des victoires, on constate que c'est surtout des victoires contre les équipes de bas de tableau, les équipes en difficulté comme Almeria, Grenade, Las Palmas ou Alaves. De l'autre côté, c'est quand même des matchs nuls assez intéressants contre Villarreal, contre lesquels ils ont fait 1-1 à l'extérieur, et après des 2-2 quand même contre la Real Sociedad, le FC Séville, et aussi des équipes comme par exemple Mallorca, tu vois. Donc globalement, t'as quand même un effectif qui gagne contre les faibles, qui sait quand même hausser le ton contre les équipes un peu meilleures, à savoir du coup ne pas perdre de points même à l'extérieur. Et après par contre quand le niveau devient un peu plus élevé, comme contre le Betis ils ont perdu 1-0, et de l'autre côté une lourde défaite 7-0 contre l'Atlético Madrid. Donc on peut considérer qu'ils ne perdent pas contre les faibles, mais de l'autre côté ils ne gagnent pas non plus contre les grosses équipes, même s'ils peuvent vite être un petit peu un poil à gratter de la Liga, qui va t'empêcher de jouer, qui va t'empêcher de faire ton bon football, ou qui va se replier à mort derrière pour t'empêcher justement de t'envoler au score. C'est pas une équipe qui joue beaucoup sur la possession de balle, même s'ils peuvent l'avoir sur certains matchs. C'est une équipe qui est en moyenne à 47% de possession par match en Liga, avec en tout cas 76% de passes réussies. Donc un effectif qui sait quand même manier le ballon, qui peut quand même faire le dos rond, sortir proprement, partir extrêmement vite en contre en jouant en tout cas maximum sur les ailes, qui aura un jeu avec un gros pressing sur ton premier mi-temps. Après derrière, quand ils vont commencer à fatiguer, se replier, ce sera un peu différent. Mais en gros un football aussi qui n'a pas peur de jouer, qui va pas se contenter de défendre, mais qui va aussi quand même beaucoup attaquer, que ce soit en contre ou attaque placée. C'est une équipe qui tire quand même pas mal en Liga, 13,5 tirs en moyenne par match, qu'ils soient dominés ou pas, c'est quand même beaucoup de tirer 13 fois au cage pour une moyenne de 4 à 5 tirs cadrés par match quand même. Et sachant qu'ils marquent pas beaucoup de buts, ça veut dire que le peu de tirs cadrés qu'ils arrivent à faire, il y a au moins la moitié qui finit au fond des cages, ce qui mine de rien est quand même plutôt pas mal. Ils aiment aussi beaucoup jouer sur les longs ballons pour sauter en fait les rideaux défensifs des adversaires, parce qu'ils savent que souvent sous pression, c'est pas les meilleurs manieurs de ballon au monde. Du coup ce qu'ils font c'est qu'ils balancent devant sur les attaquants qui sont assez rapides ou qui peuvent dévier les ballons ou les contenir pour ensuite faire remonter le bloc sur les transitions. C'est pas les transitions les plus faciles et les plus rapides au niveau du Rayo Vallecano, mais par contre sur les longs ballons qu'ils peuvent exploiter, ils ont déjà marqué beaucoup de buts comme ça. Comme je viens de le dire, ils savent non seulement marquer sur des phases de jeu, sur des centres, etc. dans la surface, mais ils aiment aussi beaucoup tirer de loin, avec des artilleurs assez intéressants qui en tout cas n'hésitent pas à contourner les blocs adverses en les poussant à sortir avec des frappes de loin. Par contre j'ai remarqué qu'ils marquent très peu, voire pas du tout sur coup de pied arrêté, et qu'à l'inverse ils en encaissent en tout cas beaucoup. Un petit peu comme nous qui encaissons les 3 quarts de nos buts, voire beaucoup plus, qui viennent
sur des centres qui montrent un manque de concentration, de placement, de défense aussi en zone qui fonctionne pas, ou des marquages sur l'homme qui par moment nous font perdre des duels et du coup nous font encaisser des buts. Et ils ont surtout aussi beaucoup de mal dans la profondeur, ce qui est justement notre point fort avec les Vinicius, les Rodrigo, la verticalité qu'on peut apporter sur les phases de jeu, les montées de nos latéraux et les percées parfois de nos milieux de terrain. Justement, leur défense est par moments très mal alignée ou des fois trop alignée, comme je vous le montre en tout cas sur les différentes images que j'ai pu recueillir depuis le début de la vidéo, mais globalement c'est une défense qui est vraiment aux fraises. Et le problème, c'est que leur football basé sur de longs ballons, sur un pressing très haut, avec un bloc qui des fois est un peu décousu, avec les transitions comme je disais qui sont mal faites, t'as vraiment une équipe qui est coupée en deux. Comme on l'a vu contre l'Atlético Madrid par exemple, t'avais les attaquants, t'avais un milieu de terrain laissé trop seul et trop dépourvu en tout cas de soutien devant et derrière, et une défense laissée à elle-même contre les attaquants adverses qui souvent ont plus de qualité, sont meilleurs dans les dribbles, apportent de la percussion, beaucoup de verticalité comme je le dis, et souvent en vitesse ils sont dépassés, et globalement quand t'es aligné ou mal aligné, et ben malheureusement pour eux ils prennent beaucoup de buts comme ça. Une équipe aussi qui manque un peu de sang-froid, ils ont déjà pris quand même 31 cartons jaunes, ils font énormément de fautes, ils ont aussi provoqué pas mal de pénaltys contre eux, ils ont marqué aussi quelques pénaltys quand même grâce à leurs attaquants qui sont virevoltants, qui en ont provoqué 5 et marqué 5, donc globalement tu vois c'est une équipe qui est joueuse mais qui derrière aussi est assez maladroite. Il y a de très bons joueurs individuellement comme les Raúl da Tomás que vous connaissez bien, qui est grand, qui est un bon buteur de la tête, qui a déjà marqué contre nous en tout cas l'ancien joueur formé au club du Real Madrid, qui a pas eu sa chance en tout cas de rester chez nous. C'est quelqu'un qui peut faire monter son bloc, jouer au physique, être en tout cas peser sur nos défenseurs centraux, qui peut aussi ouvrir les espaces pour les autres. Il y a des joueurs comme Alvaro Garcia sur les côtés qui sont rapides, percutants et très bons buteurs aussi, et en tout cas détonateurs d'action. T'as aussi Oscar Trejo qui en tant que numéro 10, c'est lui le meneur de jeu, qui crée les occasions, qui aime bien se faufiler comme un deuxième attaquant aussi. Ici Palason que vous connaissez très bien parce qu'il a foutu le bordel contre le Real Madrid quand on avait perdu 3-2 contre eux l'an dernier. C'est un joueur qui est très percutant, très rapide, un bon manieur de ballon qui peut en tout cas faire la différence au milieu de terrain et ses projections. Après globalement leur défense comme je disais, c'est assez lent, c'est pas les plus techniques, c'est pas les plus aussi malins tactiquement comme je parlais de l'alignement de la défense. Et leurs deux milieux de terrain qui forment du coup leur 4-2-3-1 sont assez impactants mais malheureusement encore un peu lents, et même s'ils peuvent se projeter en tout cas sur quelques prises de balles, sur le côté un peu tonique en défense, bah derrière ils sont pas capables de revenir assez efficacement et globalement ils prennent beaucoup de risques en partant tous vers l'avant. Il y a des joueurs intéressants sur le banc comme De Frutos qui forment au Real Madrid, t'as aussi Bébé ou encore Falcao par exemple qui apporte son expérience. Donc globalement ils ont pas énormément de ressources offensivement, défensivement parlant, mais quand même des joueurs qui peuvent à des moments allumer l'étincelle en cas de besoin. D'où le fait qu'ils sont quand même 8e de Liga, qui est pas mal par rapport à leur budget et leur effectif. Après le Real Madrid, franchement en ce moment il y a quasiment pas grand chose à dire, même s'il faut bien sûr améliorer ce côté concentration défensive. Faut qu'Alaba il arrête de faire des erreurs derrière, que les gens prennent un peu le contrôle avec Rudiger qui lui va au physique, chope les ballons de la tête, gagne ses duels aériens, qui à chaque fois est présent à la récupération, dans la grinta, etc. et dans l'attitude. Et moi aujourd'hui, honnêtement, je mettrais Alaba sur le banc pour qu'il prenne un peu la mesure de ses erreurs, que Nacho puisse jouer un petit peu en tout cas parce que lui, il fait beaucoup moins d'erreurs en ce moment. Donc Rudiger, Nacho serait quand même beaucoup mieux. Kepa, il y a quand même du mieux sur les sorties, même si le jeu au pied c'est quand même catastrophique. Carvajal en ce moment, depuis qu'il est capitaine, c'est taille patron, il n'y a rien à dire. Même s'il y a des fois où il perd des ballons bêtement et qu'il fait des erreurs en défense, il se rattrape bien offensivement parlant. À gauche, Mendy est pas là. Camavinga, il y a moyen qu'il joue arrière gauche ou des fois que Fran Garcia joue contre son ancien club, qui pourrait peut-être l'aider à se libérer un peu plus, parce que à l'époque là-bas, Rayo Vallecano, qui n'a pas le même type de pression, il jouait beaucoup plus libéré, beaucoup plus, en tout cas en rentrant dans les défenseurs, beaucoup plus de liberté aussi offensive. Et comme lui a dit Alvaro Garcia dans une interview d'avant-match, il lui a dit que Fran Garcia aujourd'hui est encore un peu trop tendre, un peu trop gentil, un peu trop naïf et qu'il doit mettre plus de vis dans son jeu. Et que quand il a eu l'occasion de prendre une action pour déborder, etc., qui doit prendre une action à son compte, tu vois, et pas chercher automatiquement à faire la passe au moins de coéquipier, mais prendre confiance et y aller direct. Et je suis persuadé que Fran Garcia, en tant que joueur formé au Real Madrid, avec du temps de jeu et plus de confiance et de régularité au bout d'un moment, et quand il sera acclimaté à la pression du Real Madrid et qu'il se lâchera définitivement, il sera inarrêtable. Le terrain aura du coup soit Kroos, soit Camavinga titulaire, en tout cas en 6, Kroos pour apporter du contrôle, etc., mais après sur les phases de jeu assez offensives et percutantes du Rayo Vallecano, ça peut être un peu dangereux d'avoir le manque de vitesse de Kroos pour défendre et se replacer, tu vois. Alors autant mettre Camavinga en 6 et Kroos au pire en 8 un peu devant, c'est quand même la solution la plus adéquate. Valverde, il va jouer c'est sûr. Si Camavinga joue arrière gauche, t'auras Kroos en 6, Valverde à droite et du coup Modric à gauche, c'est possible. Et du coup bien sûr Bellingham en 10 qui est toujours aujourd'hui le patron du Real Madrid, qui reste sur un double classico, meilleur buteur de la Liga, et on espère bien sûr qu'il va continuer comme ça ce week-end. Et devant, je l'espère, Vinicius
et Rosselló qui pour moi dans le 4-4-2 est indéboulonnable pour conserver le ballon, ouvrir les espaces, même si des fois il est un peu lent dans la surface pour se retourner, tirer, faire des combinaisons, il est quand même assez important par sa taille et son profil pour apporter des caractéristiques complémentaires à Vinicius et les percées de Bellingham pour justement faire mal aux adversaires. Rodrigo aujourd'hui dans le 4-4-2 il est pas bon, techniquement, tactiquement il est perdu et il fait pas la différence quand il peut la faire. Donc globalement Rodrigo aujourd'hui doit rester sur le banc, emmagasiner un petit peu cette frustration pour faire de son mieux une fois qu'il rentre. Brahim Diaz, j'espère qu'il va jouer un petit peu parce qu'il le mérite en ce moment plus que Rodrigo, même si Ancelotti l'aime pas et je comprends pas pourquoi il a fait revenir du Milan AC si c'est pour faire ça. Moi ce que j'attends surtout c'est les débuts de Arda Güler en tout cas sur le terrain, même s'il joue que 5, 10, 15 ou 20 minutes je l'espère, qu'il puisse faire son entrée, qu'il puisse enfin prendre la pleine mesure, la pleine température de la Liga et du football espagnol. En plus commencer au Santiago Bernabéu, ça serait en tout cas pas mal pour recevoir aussi l'affection des fans pour ton premier match, être un petit peu loin de cette pression, de ce contexte, en espérant bien sûr que le Real se facilite le match au bout d'un moment, avec des buts, avec beaucoup de verticalité, du beau football, une défense comme je le rappelle, qui devrait être solide sur les centres qu'on subira et aussi se porter vers l'avant très rapidement et pousser le Rayo à reculer un maximum et en tout cas profiter de leur largesse défensive pour les prendre dès la première mi-temps avec 1, 2 ou 3 buts si possible, en étant efficace et déterminé, quitte des fois à tirer un peu de loin. On a des artilleurs, si jamais ils sont trop regroupés, faut que les Bellingham, les Camavinga, les Kroos, les Modric, tout ça, tirent de loin aussi efficacement et qu'on profite enfin des coups de pied arrêtés, vu les joueurs qu'on possède aussi avec Rosselló par exemple. On facilite le match, ça veut dire qu'Arda Güler pourra rentrer un peu plus tôt et franchement, nous on attend que ça, qu'il puisse jouer 15-20 minutes et nous éclabousser de son talent et pourquoi pas reposer au passage Bellingham qui aura sûrement fait le travail avant qu'il rentre. Et par contre, au contraire du Classico, je veux que le Real Madrid prenne la pleine mesure du match dès le début, attentiste et qu'on les laisse pas marquer pour ensuite remonter au score. Là par contre, je vais pas tolérer ça, tu vois. On sait que c'est une équipe qui peut être chiante comme je l'ai dit juste avant, qui peut te faire vite te faire déjouer, te faire péter un câble. Si imaginons ils te marquent un but en contre ou un truc comme ça et après ils se regroupent derrière, du coup si tu te facilites le match, c'est à eux après d'avoir la pression de ressortir et t'as tout le loisir après de marquer un deuxième ou troisième but et de les faire douter. Donc de la concentration, je veux du pep, je veux de l'intensité, je veux que devant le public du Bernabéu on se régale, qu'on finisse le match avec le plus de buts possible et le plus en tout cas d'avantages mis au score possible pour faire tourner aussi l'effectif, parce qu'après t'as la Ligue des Champions qui reprend, faut se qualifier aussi le plus rapidement possible avec une victoire à Braga au match d'après et après derrière voilà jouer la première place contre Naples tranquille, mais globalement on est premier partout, faut en profiter pour faire tourner et participer tout le monde. Il y aura bientôt la prochaine trêve des sélections, donc faut en tout cas qu'on fasse le carton plein d'ici là. Du coup je pars sur la composition que je vous ai présentée depuis tout à l'heure en espérant que le Real Madrid remporte ce match là avec pourquoi pas un petit clean sheet, mais vu en tout cas les possibilités que le Rayo fait et nous les boulettes qu'on fait de temps en temps, je partirais plus sur une victoire encore une fois sur un 3 ou 4-1, ça pourrait déjà être intéressant pour se mettre en confiance à tous les niveaux. Enfin bref les gars, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu pour me soutenir c'est hyper important, mes réseaux comme Insta et Twitter en description et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.